Europe 1, il est 7h moins le quart. Thomas Soto. C'est l'heure du kiosque d'Europe 1 avec toutes ses plumes. Marion Calais pour les régions, Axel de Tarlet pour l'écho, Xavier Yvon qui suit pour nous la campagne aux États-Unis, Eva Rock devant la télé et Natacha Polony qui nous rejoint. Bonjour à tous. Bonjour Thomas. Ce matin, à l'aube du démantèlement, comme le titre 20 minutes, nombre de vos quotidiens regardent vers Calais. Libération s'inquiète de la forme prise par cette évacuation et fait sa une sur les risques du direct. En démantelant le bidonville en 3 jours, sous l'œil des caméras du monde entier, l'État s'expose à des dérapages filmés, d'autant que les pièges sont nombreux, écrit Libé. Le Figaro s'inquiète déjà pour la suite. Après l'évacuation, les interrogations. Le sujet fait également les gros titres de l'Humanité. Et puis il y a l'autre sujet du jour qui reste la police. Mais que fait la police, s'interroge l'opinion, pour qui il faut tout revoir de fond en comble, de la formation à la façon d'être au service des citoyens. Angle plus psy, on va dire, pour La Croix, qui est allé à la rencontre de policiers mécontents et qui titre « Ce que veulent les policiers ». Et puis il y a aujourd'hui en France qui souligne le paradoxe d'une police à 2 vitesses. Alors que la police nationale traverse une crise sévère, les polices municipales ne se sont jamais aussi bien portées, avec du coup un nouveau phénomène, celui des policiers municipaux mercenaires. Certains policiers municipaux se font embaucher et former dans des villes où le recrutement est rapide, puis ils partent dès qu'ils le peuvent vers des cieux plus avantageux. Il y a pénurie de candidats, alors ceux qui sont sur le marché font monter les enchères, déplore un maire. Enfin, il y a l'équipe qui, après le PSG OM d'hier, titre « L'OM douche Paris » et salue une première réussite pour Rudy Garcia à la tête de l'équipe marseillaise, devant des Parisiens décrits par l'équipe comme inconsistants et dépités. Marion Calais, 3-1 dans la presse quotidienne régionale. Et bien sûr, le démantèlement de la jungle de Calais, La Voix du Nord donne la parole au ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve qui évoque un devoir humanitaire. Nous prendrons le nombre de jours nécessaire pour le réussir. Une mère qui défend son fils dans Midi Libre. Mathis n'est ni un méchant ni un criminel. Mise en cause dans le canular qui avait mobilisé en nombre les forces de l'ordre à Paris mi-septembre. Le garçon de 14 ans a été placé en centre éducatif. Sa mère dénonce les violences qui ont cours et la faible prise en charge de son fils. Peut-être qu'elle aurait dû, elle, le prendre en charge un petit peu avant. De son côté, le Dauphiné libéré s'inquiète pour la saison de ski. Réservation encore timide, particulièrement pour Noël qui enregistrerait un important recul. L'histoire du jour, c'est le succès fou d'une Alsacienne en Chine, c'est-à-dire dans l'Alsace. Ici, c'est Laura Weisbecker. Là-bas, c'est Bai Luna, autrement dit blanche rosée du matin féminine. Oh. Teint pâle, cheveux blonds. Natacha, je vous appelais Bai Luna. Ah oui, avec plaisir. Allure élancée, la jeune femme s'est imposée en Chine grâce à un film, Chinese Zodiac, une comédie d'aventure signée Jackie Chan, s'il vous plaît. Le vrai Jackie Chan himself. C'est lui qui l'a choisi lors du casting. 27 millions de spectateurs en Chine. Wow. 7 millions de dollars de recettes le jour de la sortie. Mieux qu'Avatar. Ça valait bien des journées de tournage de plus de 16 heures, un enfermement de 2 mois dans un internat spécialisé pour apprendre le chinois, avec interdiction de parler une autre langue, ne serait-ce même que d'envoyer un courriel dans une autre langue. Wow. En 2013, Laura Weisbecker reçoit même un Wedding Awards, équivalent des Césars en Chine, aux côtés de Nicole Kidman ou encore de Quentin Tarantino. Son aventure chinoise, les cadences intensives de tournage là-bas, elle les raconte aujourd'hui dans un livre. Elle en fera bientôt un film. Coproduction évidemment franco-chinoise. Ça donne envie de la recevoir, moi, cette Bai Luna. Comment vous dites en français, Laura Weisbecker. Exactement. C'est donc à dire dans l'Alsace. Axel de Tarlet, AT&T et Time Warner signent une méga fusion, c'est-à-dire dans les échos, et ça vous met dans tous vos états. Voilà, alors à la française ça fait ATT, mais vous avez raison, ça veut dire American Telephone and Telegraph, qui a inventé le téléphone, s'il vous plaît, en 1879. C'était Graham Bell. Voilà, et aujourd'hui AT&T compte 140 millions d'abonnés mobiles et il rachète donc Time Warner. Alors Time Warner, c'est Warner Bros, c'est les films, les séries Friends, c'est aussi des télés, CNN, HBO, etc. Et donc c'est cette grande idée des tuyaux, donc les télécoms, qui rachètent des contenus. Il faut mettre quelque chose dans le tuyau. Voilà, c'est ce que fait Patrick Drahi, SFR, qui rachète Libération, L'Express, BFM, RMC, les droits de la Ligue 1 de football. Orange aussi fait un peu la même chose. Ils rachètent en ce moment, ils produisent des films et des séries. Alors pourquoi le font-ils, les opérateurs télécoms ? Eh bien, ils constatent qu'aujourd'hui, tout le monde est abonné. En gros, le marché sature. En revanche, la technologie continue de progresser. On est passé de la 4G, demain la 5G, ce qui veut donc dire que sur nos téléphones mobiles, on va vraiment pouvoir voir des films. Et donc, il va falloir
pouvoir vraiment proposer les meilleurs contenus. Et c'est pour ça que AT&T rachète. C'est bien les films sur le mobile, mais dès que vous avez vu la moitié du film, vous avez votre opérateur qui vous envoie. Vous avez dépassé le niveau, je sais pas quoi, de 3G, 4G, 5G là. Voilà, alors donc, bah oui, mais comme ça, ils vont vous faire payer plus cher. Et c'est pour ça que les compagnies de télécom sont ravies d'avoir les meilleurs films. Moi, je veux films. pas payer plus cher, je veux qu'on puisse voir le film en entier. Voilà, Patrick Drahi, il dit, moi, je veux augmenter mon revenu par abonné. La seule question et la vraie question qui vaille, c'est que les services de concurrence sont très regardante. Elle dit attention, un film, il doit être ouvert à tous les opérateurs. Si vous êtes chez SFR, vous pouvez écouter toute la musique que vous voulez. Et donc, il y a beaucoup de gens qui disent en fait, ça n'a aucun intérêt pour une compagnie de télécom d'avoir des médias, des contenus, parce que vous êtes obligé de partager ces contenus avec vos petits concurrents. Dis donc 76 milliards d'euros si ça n'a aucun intérêt. Oui, si ça n'a aucun intérêt. Quand même, hein, quand même. Mais à 6h45 dans le kiosque, on n'hésite pas à dégommer les grosses fusions. On dit ce qu'on pense et on dit ce qui est. Voilà, c'est pour ça que vous êtes là, mon cher Axel de Tarlet. On part aux États-Unis tout de suite. Retrouvez Xavier Yvon à New York. Ce matin, Xavier, vous ne voulez pas nous parler de Donald Trump ou d'Hillary Clinton, mais de celui qui va laisser sa place à l'un des deux candidats, un certain Barack Obama. Oui, le premier président noir des États-Unis a commencé ce qu'on pourrait appeler une tournée d'adieu. Il donne des longues interviews dans des magazines sur son bilan ou sa vision de l'avenir. Et puis, visiblement, il a commencé à chercher un nouveau job puisqu'il a reçu un entraînement pour passer des entretiens d'embauche. Alors, c'était pour un sketch. C'est Stephen Colbert, l'animateur du Late Show sur CBS. C'est une de ces émissions satiriques du soir qui sont très américaines. Obama commence par dire qu'il aimerait bien trouver d'abord un bureau avec des angles pour changer, après 8 ans dans un bureau ovale. Oui. Voilà. Et puis, il tend son CV à l'humoriste qui joue le monsieur Pôle emploi. Voyons voir, papa. Je ne vois aucune promotion ces 8 dernières années. C'est pas très bon. Une explication ? Franchement, il n'y avait pas vraiment la place pour de l'avancement dans mon dernier boulot. La seule personne qui avait plus de pouvoir que moi, c'était ma femme. Voilà, l'animateur lui donne ensuite quelques conseils pour son CV. Ne pas mettre rétablissement des relations avec Cuba, mais espagnol niveau conversation. Et on atteint un sommet d'autodérision avec cette question. Avez-vous gagné des prix ? Oui, j'ai eu le prix Nobel de la paix. Oh, vraiment ? Et pourquoi ? Pour être honnête, je sais toujours pas. non plus. Hein. C'est très fort, oui, voilà. Parce il ne veut pas se présenter en France, encore. Barack Obama. Oui, on imagine mal François Hollande faire la même chose. Barack Obama en profite quand même pour demander aux jeunes d'aller voter. Il y a un petit message politique pour cette élection, je cite, la plus importante de leur vie, rien que ça. Mais comme c'est son héritage qui est en jeu, il est prêt à tout, même à faire ce petit numéro à la télé. Mais en vrai, Obama au chômage va d'abord écrire ses mémoires et elles pourraient être les plus lucratives de l'histoire. L'estimation, c'est 30 millions de dollars. 30 millions de dollars, incroyable. Bon, Ouais, si lui moi aussi qui veut venir dans la Time Warner, matinale, là, mais... il est le bienvenu, Barack Obama. Vous pouvez lui glisser à l'oreille à l'occasion. Merci oui, je vais beaucoup, l'appeler sur son Xavier. téléphone AT&T. À la télé ce soir, l'ambition contrariée de Jean-François Copé sur France 3 à 21h50. Jean-François Copé qu'on recevra dans quelques minutes pour les lundis de la primaire sur Europe 1. Eh bien, si vous doutiez de Oui, l'ambition... d'accord. Oui, d'accord. Contente, J'allais dire, d'accord. oui, On va pas je suis annuler d'accord avec vous. maintenant. Allez-y, Eva. Et alors, si vous doutiez de l'ambition présidentielle de Jean-François Copé, ce documentaire va vous prouver qu'il y pense à la fonction depuis l'enfance. Il a d'ailleurs goûté au pouvoir dès la préparation du baccalauréat, réalisé dans un drôle d'endroit avec son ami Nicolas Barre. On a révisé notre bac à l'hôtel Matignon, au fond du parc, le pavillon de musique, voilà. Donc on a d'une certaine façon grandi là-dedans tous les deux. Et oui, parce que Nicolas Barre, fils de Raymond Barre, est ami proche de Jean-François Copé. C'est d'ailleurs lui qui a présenté Jean-François Copé à Nicolas Sarkozy quelques années plus tard. Les deux hommes se ressemblent, s'entendent, avant quand même de devenir les meilleurs ennemis. Et d'ailleurs, ça commence en 2007. Sarkozy convoque Jean-François Copé pour lui dire qu'il ne sera pas dans le gouvernement. Profites-en pour te reposer. Il m'a dit ça, je dis mais je ne suis pas du tout fatigué. Et donc il a marqué un temps, il m'a dit bah, t'as qu'à présider le groupe. Je crois que lui-même ne savait pas très bien en quoi ça consistait, le groupe parlementaire. Moi-même, je n'étais pas forcément très au fait de ça, puisque j'avais été essentiellement au gouvernement. Alors après, on sait la suite, l'affaire Big Malion, la démission du bureau qui est décrite comme une mise à mort politique par Jean-François Copé. Les relations sont extrêmement tendues. Lui, il est toujours prêt à en découdre, on le voit dans ce documentaire, et il espère convaincre les militants alors en montrant une autre image de lui. Je pense qu'il y a des gens qui gagneraient à me rencontrer avant de parler de moi. Voilà. Je pense qu'ils verraient que finalement je suis plutôt moins antipathique qu'on ne le dit. Et puis je peux même animer leur soirée dansante, parce que je fais du piano. Enfin, je fais ça de manière tout à fait bénévole, très discrètement. C'est lui qui joue là ? Et c'est lui qui joue, exactement. Un portrait qui est très bien fait, qui est très équilibré, qui en dit long aussi sur la violence politique en ce moment en France.
On se souvient qu'il avait joué du piano à mots avec Véronique Sanson. Exactement. Voilà. Qui n'était pas dans son état le plus normal ce jour-là, Véronique Sanson. L'ambition contrariée de Jean-François Copé, c'est sur France 3 à 21h50. Et puisque Eva Rock nous a donné son feu vert, Jean-François Copé sera donc l'invité des lundis de la primaire à partir de 7h30. Merci, à demain.